Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette troisième conférence des musées et des masques organisée par Opus, l'Observatoire des patrimoines de Sorbonne Université. Nous avons le plaisir aujourd'hui de parler de masques en Afrique avec Émilie Salaberry, qui est directrice du service des musées archives et artothèques de la ville d'Angoulême, et de Manuel Valentin, qui est maître de conférence au Musée de l'Homme, Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Donc, nous allons commencer avec Émilie Salaberry. Et Émilie Salaberry va nous parler des masques et de la modernité. Quelques mots sur Émilie Salaberry. Donc, elle s'est spécialisée dès sa première année d'études en histoire de l'art dans les arts d'Afrique. Elle a ensuite assuré des cycles de conférences et des visites guidées sur les arts d'Afrique et d'Océanie et exercé des fonctions de consultante à l'unité Afrique du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, puis a été en charge de la gestion d'une collection privée d'art extra-européen avant d'être recrutée comme chargée de collection extra-européenne au musée d'Angoulême. Elle est aujourd'hui et depuis novembre 2017 directrice du service des musées, archives et artothèques de la ville d'Angoulême. Vous avez cette petite scène surprenante avec ce personnage chevauchant une Vespa, ce qui a fait dater la pièce par Étienne Féot, qui était mon prédécesseur dans les années 80 au musée d'Angoulême, comme étant une pièce des années 40-50 selon le modèle de Vespa. Alors, un petit mot rapidement pour présenter très rapidement. Alors, je vais le dire d'emblée, je ne suis pas du tout spécialiste des gourous. Je suis, moi, plutôt spécialisée sur la côte orientale de l'Afrique, la côte Swahili, et en particulier sur l'architecture Swahili. Mais en tant que responsable de collection, on est amené à travailler sur une pluralité d'objets de provenance géographique et d'environnement culturel et artistique. Donc, je me suis appuyée essentiellement pour cette présentation sur les travaux de spécialistes comme Anne-Marie Boutiot et notamment la publication monographique récente qu'elle a réalisée aux éditions 5 continents dans la collection Vision d'Afrique. Donc l'idée, c'était vraiment de remettre un petit peu en perspective ce masque-là à l'aune de l'ensemble des productions masquées Gouraud, sans rentrer trop dans les détails. Et puis peut-être certains d'entre vous sont d'ailleurs beaucoup plus pointus et renseignés sur cette civilisation. Mais ce qui m'a interpellée, ce sur quoi je vais un petit peu ouvrir la présentation dans cette demi-heure, c'est une petite étiquette en fait qui est présente sur l'objet et qui m'a fait réagir et interroger l'objet d'une certaine manière. Donc cet objet donc de la civilisation Gouraud. Donc, les gourous se nommaient eux-mêmes au départ, non pas gourou, mais Kwen ou Kweni. Hein. C'est l'appellation gourou, elle vient plutôt de leur voisin baoulé, qui a ensuite été reprise par les colonisateurs français, avant qu'eux-mêmes ne reprennent cette propre appellation pour se désigner. Ils occupent, comme vous le voyez sur la petite carte présente à droite, le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et on distingue deux grands ensembles, les gourous du Nord et gourous du Sud, qui, bien que possédant une langue commune, qui est une langue apparentée aux langues mandées, ont quand même quelques différences sur le plan on va dire religieux, système de parenté, et notamment aussi en ce qui concerne les masques, dans l'orchestration, l'organisation des masques, leur typologie, leur forme et la manière dont ils vont sortir et se manifester aux yeux des membres des communautés. Alors, les gourous ont une pluralité de masques qui existent. Celui que nous possédons, nous, a toujours présent sur le revers, hein, sur la face, donc, qui était la face en contact avec le visage, une petite étiquette manuscrite de la main de Bohumi Lolas, donc, comme je vous l'ai dit, qui était proche du donateur, qui était à l'époque où ce donateur vivait en Côte d'Ivoire, était encore
lui-même donc conservateur au musée d'Abidjan et un chercheur actif dans cette région. Et Aulas a mentionné sur cet objet: masque qui anime des fêtes villageoises publiques, il a perdu son caractère sacré initial et devient l'objet de réjouissance, comme en témoigne le choix des motifs décoratifs parfaitement profanes. Alors, cette petite phrase m'a fait réagir, et c'est vrai qu'au départ, j'avais choisi l'objet vraiment pour son iconographie étonnante, et cette même iconographie a fait dire à Aulas qu'on était face à un objet purement voilà, de réjouissance, purement presque profane, et que notamment l'iconographie était un des marqueurs de ce caractère non sacré de l'objet. En remettant un petit peu les choses en perspective par rapport notamment aux études d'Anne-Marie Bouttiau, on se rend compte qu'en fait, l'organisation des masques est beaucoup plus complexe que cela, et la notion de sacré rattachée à ces objets a une signification qui est un petit peu plus complexe qu'une simple dichotomie entre sacré et profane. Donc les masques gourous, on va dissocier les masques des gourous du Nord et des gourous du Sud. Il y a un foisonnement de formes. Je vais essayer de vous en faire un peu la présentation générale très, très rapidement, voir dans quelle catégorie de masques se positionne celui qui est conservé au musée d'Angoulême. Et par rapport à ça, j'ouvrirai ensuite sur la question des évolutions formelles de ces objets. Donc, les masques gourous, donc, au nord comme au sud, sont vraiment dans un foisonnement voilà, de formes. On constate aussi des perméabilités possibles entre ces masques-là et les masques des populations voisines, hein, dans les régions limitrophes. Chez les gourous du Nord, on a des masques qui en fait dépendent d'associations d'artistes, qui sont beaucoup basés sur des prestations de danseurs qui sont appréciées par la qualité de la maîtrise chorégraphique, de la vitesse de la prestation. Peuvent intervenir dans des contextes de funérailles, notamment pour éviter aux morts d'errer, pour montrer aussi le prestige des familles. Et ils peuvent en effet aussi prendre place dans des contextes de rassemblements, places de marché, des rassemblements de propagande politique, des festivals, même des festivals touristiques. Donc leur usage peut vraiment varier d'un contexte a priori de rite funéraire jusqu'à un contexte davantage effectivement populaire, voire même politique. Pour une même fonction, les formes de masques peuvent varier et être extrêmement différentes. Elles vont aussi dépendre du sculpteur et du commanditaire, en sachant que pendant très longtemps, les sculpteurs n'étaient pas une catégorie spécialisée. Ceux qui réalisaient les objets pouvaient être en fait des individus aux fonctions variées, des personnes non professionnelles en fait, ou des porteurs, des membres de confréries, d'associations. Mais avec les mouvements d'exode ruraux plus récents, en fait, on a constaté une spécialisation du travail et donc un système aussi de commande qui a pu se mettre en place. Et donc avec une pluralité de formes qui va aussi vraiment être liée étroitement à ce contexte très spécifique de la commande. C'est pour ça que effectivement, dans les inventaires de musées, on a parfois du mal à bien identifier peut-être les catégories d'appartenance de certains masques, étant donné finalement l'ouverture très très grande sur le plan formel de ces derniers. Ce qui est déjà une manière d'interroger la petite étiquette de Bohémie Aulas qui, à partir de l'iconographie, décrète en fait du passage du profane au sacré du masque que nous conservons. Alors, ces masques, vous en avez donc ici une liste presque exhaustive, mais pas complètement. Dans les masques dépendant des associations d'artistes, le masque Flali que vous avez ici, c'est une photographie d'Anne-Marie Bouttiau, publiée donc en 2016, qui sont des masques qui
qui sont très proches d'une autre catégorie que je vais vous montrer juste après. La seule différence se situe plutôt au niveau de la chorégraphie et des accompagnements musicaux. Ce qui fait que c'est aussi ça, c'est très important, c'est de la prise en considération. Je pense que Manuel reviendra dessus aussi sur le fait que c'est pas l'objet seul qui importe, mais c'est un ensemble complet, un dispositif complet qui inclut l'objet, bien sûr, le costume en fait d'accompagnement qui est ce qu'on appelle le masque à proprement parler, qu'on devine assez bien sur cette photographie, mais aussi la chorégraphie et l'accompagnement musical, et qui dans ce contexte-là particulièrement est extrêmement important. Donc vous voyez, c'est composition double, comme sur l'exemplaire que nous conservons au musée d'Angoulême, avec ce visage de femme, voilà, cette délicatesse des traits, et qui est coiffée d'une belle coiffure de tresse, et avec cette scène ce sommital d'un petit personnage qui tient vraisemblablement une sorte de calebasse perlée, un petit instrument de musique, qui est vêtu, on le devine assez bien sur la photographie, de vêtements tout à fait contemporains, de type t-shirt. Et à l'arrière, vous avez tout un ensemble textile et cette espèce de bouquet de plumes, cette excroissance assez volumineuse qui complète la pièce et qui donne aussi tout le côté un peu spectaculaire à l'objet. Alors, ces objets Flali ont remplacé des masques en feuilles et en tissu plus anciens, et ils sont considérés comme étant, voilà, des représentations de belles jeunes filles, mais sont néanmoins portés par des porteurs masculins. À côté de ces derniers, on a ces masques entièrement textiles et aussi fibres végétales, le masque Orambo, qui est porté par des jeunes garçons qui fabriquent eux-mêmes leur propre masque, et qui vise aussi à aller flatter ou attirer l'attention et l'intérêt de ces associations masculines dont qu'ils souhaitent intégrer. Et donc, il y a une forme de performance et de mise en concurrence de ces jeunes gens les uns envers les autres, pour essayer donc à la fois de créer des masques riches formellement et attractifs visuellement, et ensuite aussi que la prestation du port de ces objets soit suffisamment comment dire, belle et aboutie pour essayer d'intégrer ces confréries. Et donc Anne-Marie Bouthiou insiste beaucoup sur le fait que chez les gourous, toute cette dimension de la prestation chorégraphique est absolument fondamentale, et que en fait l'importance du masque va être très étroitement liée aussi aux porteurs et à la performance, et que certains porteurs étaient très célèbres et ont donné en fait énormément de prestige à des masques, et qu'à contrario, ces porteurs-là célèbres à travers l'ère culturelle gourou ayant parfois étant décédés, certains masques ou catégories de masques ont pu tomber, perdre de leur prestige et être dégradés, si je puis dire, du fait que voilà, il n'y avait plus de porteurs aussi charismatique et bon performeur que celui qui avait été donc le plus connu au sein d'une communauté ou d'une aire culturelle, d'une zone géographique donnée. Donc ça, c'est assez intéressant, parce qu'on voit qu'en effet, cette espèce de catalogage qu'on essaye de faire très souvent, des typologies d'objets avec des noms bien spécifiques, qu'on essaye de raccrocher effectivement à des usages donnés et auxquels on rattache des formes un peu canoniques. En fait, quand on fait des études affinées sur le terrain, et dans le cas des gourous, les vraies études fines, a priori, ont démarré dans les années 80, donc c'est assez récemment, en fait, on se rend compte que nos tentatives de classification peuvent assez souvent être battues être mise en question selon des critères en fait différents, soit des critères formels, soit des critères aussi d'appellation, puisqu'un même type de masque peut avoir des appellations variées selon les zones géographiques ou les villages, et que cette question d'une hiérarchie et donc d'une puissance ou d'une sacralité associée de masques, notamment chez les gourous, peut tout à fait être remise en considération selon le contexte dans lequel l'objet est utilisé et selon celui qui va le porter. Alors, la catégorie, si on doit le rattacher à une catégorie de masques à laquelle serait donc
rattaché, celui qui est conservé au musée d'Angoulême serait celle-ci. Donc, le masque Jiela Louzaouli, qui est aussi un masque représentant une figure féminine et qui était caractérisé par une très forte polychromie. Alors, les premières apparitions, d'après les lectures que j'ai pu faire, montraient aux années 50, donc ce qui semble assez cohérent avec la datation qui a été donnée du masque que nous conservons. C'est un des masques les plus importants des associations d'artistes, qui était aussi l'occasion de montrer le prestige et la fortune de familles qui organisaient des festivités. Il est marqué par cette très forte polychromie et cette débauche presque de moyens visuels. Et on retrouve cette composition en deux temps. Donc ce visage féminin, délicat, souriant, avec cette coiffure assez sophistiquée d'une part, en partie basse, et cette scène où là, on est carrément sur la représentation d'une scène figurée en ronde bosse, où là, on a une sorte de scène de danse acrobatique avec ces trois personnages, vous voyez, aux trois carnations différentes, même à couvert de parures, de coiffes, de pagnes et d'éléments des bijoux visiblement qu'ils portent. Et on a un petit bout du costume qui était un peu comme l'autre masque que je vous ai montré précédemment avec l'excroissance de plumes qui accompagnait le reste de l'objet. Donc, ce sont des masques anthropomorphes. Et ensuite, on va basculer dans des catégories d'objets, on va dire anthropozoomorphes. Alors, je ne vais pas avoir le temps de vraiment détailler trop. Puis, il faudra me rappeler, Frédéric, si je déborde où j'en suis, pour que je reste dans les temps. Mais on a effectivement ensuite toute cette panoplie de masques, à la fois, là, c'est pour le coup anthropozoomorphes, et ensuite strictement zoomorphes, qui progressent dans une forme de hiérarchie et qui pour certains, peuvent être des masques dits sacrificiels, des masques sur lesquels des pratiques sont réalisées. Donc là, vous avez une morphologie qui mêle des éléments d'un masque qu'on appelle le zamblé, qui est un masque à cornes et avec des grandes mâchoires proéminentes, et de goût, avec ce visage féminin au centre, qui sont des masques de seconde catégorie qui sont identifiés comme les parents de ce masque Djella, qui est ici, donc une pièce du musée de l'Africa Museum. On a dans les masques zoomorphes tout un ensemble de masques avec des figures animalières assez étonnantes et qui ont souvent un rôle un peu comique, mais à travers ce rôle comique et cette posture parodique de la prestation, une portée morale et sociale qui peut être évoquée. Donc ici un exemple, parce qu'il y en a de multiples, qui est le masque babouin, qu'on retrouve aussi de manière un peu plus large sur une étendue géographique assez grande, jusque chez les Bamana, qui s'inspire du singe curieux, lubrique, toujours un peu provocateur, gourmand. Donc là, un exemplaire intéressant, musée de Tervuren, où on a une bonne partie du costume encore conservé, et on voit aussi ces adjonctions de poils qui donnent un côté assez réaliste, combiné avec la polychromie. Donc c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup, cette question de la polychromie aussi, pour rehausser l'intensité visuelle et le caractère vivant de l'objet. Après, il y a tout cet ensemble d'objets qu'on appelle les emblées. Donc ça, ce sont des masques qui sont placés sous la responsabilité d'un lignage et non pas d'associations d'artistes, comme on a vu tout à l'heure. Donc ça, les collections, notamment françaises, ont multiples exemplaires de ces masques-là, du masque emblé, qui, avec un autre que je vais vous montrer juste après, le masque Bou, sont dans les plus nombreux dans les collections occidentales, qui est associé au mythe de création, et pour lequel il y a de très, très grandes exigences en matière de performance, avec donc vraiment, là, ce que je vous disais tout à l'heure, des possibilités vraiment de modification du statut du masque et de déplacement d'une sphère plus, on va dire, d'une sphère vraiment plus sacrée, vers, pour le coup, une sphère un peu plus de divertissement qui serait, on va dire, dans la hiérarchie des masques, un peu en dessous de masques qui peuvent servir à des sacrifices, à des pratiques sacrificielles. On va retrouver dans cette veine-là aussi des masques zoomorphes, celui-ci qui est assez rare, dont on a peu d'exemplaires dans nos collections, et qui est l'opposé de Zamblé du précédent, qui est le versant négatif de Zamblé, qui est craint pour son imprévisibilité, sa brusquerie.
une espèce d'animal un peu étrange. Vous voyez, on a le sentiment que la gueule est contrainte par ces fibres qui seraient représentées en train de manger, de stocker des noix de cola dans ses joues gonflées. Donc, vous voyez encore ici cette tension vers aussi un très, très grand, une forme de réalisme aussi et énormément de dynamique et de vie dans la manière de composer, d'imaginer, de structurer l'objet. Le masque goût est avec donc le masque Zamblé, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment les catégories d'objets gouraux qu'on retrouve le plus dans nos collections, qui est un masque féminin, alors moins réaliste, moins naturaliste que les précédents, que le Zaouli que je vous ai montré, un peu plus schématique peut-être dans l'approche, avec un travail de la polychromie qui part moins vers des couleurs extrêmement chatoyante, mais néanmoins, voilà, toujours on retrouve cette délicatesse des traits, cette finesse dans la manière de représenter les visages. Et là, on voit aussi les parentés stylistiques avec des populations voisines, notamment chez les Baoulés, qui ont beaucoup emprunté au bourreau dans l'élaboration de leur propre tradition masquée. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu pour vous montrer différents exemples. Vous voyez la variété à travers une même catégorie de masques, l'immense variété ensuite des représentations. On peut rattacher effectivement à une catégorie donnée, mais c'est vrai qu'après, vous voyez dans le détail des coiffures, des représentations des parures permanentes, type scarification, kéloïde et autres, une grande variété des formes. Le masque le plus puissant, le plus craint, et qui était aussi encadré par tout un système de règles et d'interdits, et notamment pour celui-ci, des masques qui étaient interdits à la vue des femmes et des non-initiés, c'est le gier, qui rentre dans une catégorie de masques zoomorphes à grande mâchoire et qui en fait sont une combinaison de plusieurs figures animales et qu'on retrouve sur une très très vaste aire culturelle qui court même jusqu'au Mali. Et enfin, pour terminer, les masques duo en textile et le mboli, où on est plutôt sur des travaux du textile. Ça vous montre aussi l'extrême diversité des matériaux en usage, donc de la pièce en bois sculpté, avec l'adjonction de cette polychromie, notamment de pigments qui sont des pigments industriels contemporains, le travail des masques aussi en textile et en fibre, et vous avez cet exemple à droite, où là, vous avez aussi l'adjonction de tout un tas de matières, du type de cornes, qui peuvent être rajoutés. Je suis désolée, j'ai des parasitages peut-être de publicité qui peuvent apparaître. Chez les gourous du Sud, l'organisation des masques est assez différente puisqu'ils vont sortir en fait beaucoup de masques animaliers et quelques figures anthropomorphes, et ils vont sortir beaucoup en bande avec toute une orchestration et un ordre de sortie qui va structurer la performance. Donc avec, là, on les a remis dans l'ordre de passage et de sortie du masque Zan, avec ensuite, on arrive sur masque buffle, l'exemplaire est du musée de Tervuren. Et celui-ci, le masque antilope. Donc, vous voyez, au sein d'une seule société, l'extrême diversité des formes et des références. Et on termine sur celui-ci, le gilet à nouveau, qui est vraiment masque d'une extrême puissance, marqué aussi, caractérisé par cette patine croûteuse importante qu'on voit à la surface de l'objet. Alors, donc j'ai remis dans une perspective plus large l'exemplaire que nous conservons. Et donc, en fait, la particularité donc, de celui d'Angoulême, c'est effectivement cette scène qui est directement une évocation du monde contemporain, au sein duquel, la période de laquelle l'objet a été réalisé. Et donc, ce qui m'a interpellée, effectivement, cette description que fait Aulas de l'objet, c'est d'une part, qu'est-ce qu'un objet sacré? Est-ce que le fait d'intégrer dans la représentation formelle et dans l'iconographie en fait de l'objet des éléments du monde moderne montre que l'objet n'a plus la sacralité qu'il aurait eu auparavant, si tant est que ces objets-là aient une forme préexistante plus ancienne?
En tout cas, cette catégorie-là, visiblement, d'après les recherches d'Anne-Marie Boutiot, serait plutôt une catégorie relativement récente, apparue dans les années 50, donc, et dans un contexte qui est quand même un contexte de pratique à la fois rituelle, mais qui peut aussi prendre place dans des contextes plus, effectivement, de divertissement. Ils sont néanmoins encadrés par des règles extrêmement strictes, et portés par des personnes qui ont suivi des initiations particulières et qui ont un savoir particulier. Alors moi, je voulais plus ouvrir sur effectivement cette appréhension qu'il y a pu y avoir de ce que devait être la pièce authentique africaine, et le fait que certains objets ont pu être déconsidérés, et notamment, et pas collectés aussi, ça c'est une vraie question, que souligne également Anne-Marie Boutiot dans son ouvrage, hein, c'est le fait qu'il y ait certaines catégories d'objets qui, ne répondant pas au canon esthétique, stylistique que les Occidentaux avaient décrétés comme étant les objets authentiques de ces populations, n'ont pas forcément été collectés, alors qu'en fait, ils étaient juste l'émanation moderne d'une pratique artistique et rituelle. Donc, en écho, en fait, à... Oula, ça a été... Je suis désolée, ma diapositive est toute... une image qui a sauté. Bon. Je vous avais mis 2 exemples que je trouve intéressant de mettre en perspective. Je ne sais pas si je peux vous trouver une autre image sur un PDF, par exemple. Je vais essayer de vous trouver si le PDF passe mieux. Alors, excusez-moi. Voilà. J'ai l'impression que ce sera peut-être un petit peu mieux ici. Est-ce que vous le voyez correctement un petit peu Non, du coup, il faut que vous départagiez votre écran et que vous repartagiez avec le Là, vous ne voyez pas, fichier. Non, on est toujours sur le PowerPoint. D'accord. Bon, le PowerPoint, il y a eu un problème de... en fait, je vous avais mis un document tiré d'une étude qui a été faite par Jean-Célestin qui est un universitaire chercheur de l'université de Ouagadougou. Et Jean-Célestin a fait tout un travail chez les San, les peuples San du Burkina Faso, et notamment s'est intéressé à l'évolution en fait morphologique de grands masques planches. Là, normalement, vous devriez le voir, je pense. Oui, oui, là, c'est bon, merci. D'accord. Et notamment sur comment, en fait, formellement, les objets ont évolué avec l'arrivée des religions monothéistes, et à montrer comment, en fait, et ça, on a aussi toutes les études de René Braveman sur le sujet, qui l'a très bien démontré. Et Peter Mark aussi s'est intéressé à ces questions-là, et notamment publié dans l'exposition récente de l'Institut du monde arabe sur les trésors de l'islam en Afrique, une étude sur certains masques de Côte d'Ivoire où il montre comment finalement il y a un rapport dynamique et toujours multidirectionnel qui s'opère entre les religions monothéistes en temps de conversion et les croyances animistes plus anciennes, et le fait qu'en fait déjà, toutes les populations ne se convertissent pas nécessairement, mais si tant est qu'elles le soient, il y a toujours des permanences de certaines pratiques, et il peut y avoir tout à fait des formes de syncrétisme, si c'est peut-être pas le terme adapté, mais en tout cas, dans le champ des arts plastiques, des objets qui vont se nourrir en fait de ces nouvelles croyances, comme certains masques, vous le voyez à droite, qui peuvent être agrémentés de nouveaux éléments décoratifs, ornementaux, qui parfois peuvent, par exemple, se voir intégrer des formes de talismans avec des versets du Coran qui vont être intégrés à l'objet. Et dans le cas des masques sang que vous avez sur le côté, sur la gauche, vous voyez des symboles en fait directement puisés dans l'iconographie chrétienne. Peter Mark, lui, soulignait que certains masques, notamment dans les exemples ivoiriens qu'il présente dans son article, pouvaient par exemple être bénis par l'imam, ou pouvaient, avant que la prestation se fasse, il peut y avoir une prière qui était faite à la mosquée voisine avant la performance. Donc on voit qu'il peut tout à fait y avoir une forme d'authenticité et de maintien d'une sacralité des objets, bien qu'il y ait une évolution formelle qui s'opère et qui est liée aussi à une évolution culturelle des populations qui pratiquent et qui produisent. Et ça me faisait également penser
à cette catégorie d'objets des baoulés voisins, des gourous, les fameux blolobla et blolopian. Et il y a cette petite statuette que j'aime énormément du musée africain de Lyon qui nous montre cette petite figure féminine donc en bois polychrome, où là, en effet, et ça fait vraiment écho à notre masque scooter, on voit très très bien comment voilà, le bikini contemporain peut venir tout à fait prendre place dans un carcan, on va dire, bien établi de sculpture qui fait l'objet d'une pratique rituelle intime, en fait, familiale, personnelle, et comment en fait, finalement, cette quête aussi de l'objet efficace, de l'objet qui va atteindre, accomplir une certaine mission, on va y tendre en se servant aussi de tout ce qui peut permettre de gagner en efficacité. Et gagner en efficacité, c'est souvent aussi gagner en beauté ou ajouter des éléments qui vont avoir une dimension plus symbolique. Et on voit que voilà, des éléments comme des éléments vestimentaires modernes, connotés positivement, ou des objets comme par exemple sur l'exemple, vous avez à droite du masqueway de Côte d'Ivoire, on a fait un usage assez conséquent de fusil qui font cette espèce de grande corolle sur le pourtour du masque. En fait, elles sont venues utilement rajouter en fait au propos en fait qui était celui de l'artiste et à la fonction de cet objet qui est un masque qui est censé repousser les forces hostiles et apporter sérénité et paix aux habitants d'un village. Et donc, on va finalement, la matière fait sens, le matériau fait sens et va venir très justement enrichir la palette ornementale de l'objet parce que voilà, il va dans le sens recherché par l'artiste. De la même manière, donc, le renforcement esthétique d'un objet peut passer par le fait de l'habiller avec des habits modernes ou de le peindre avec cette carnation rouge qui, d'après certains chercheurs, serait aussi l'évocation de la peau des Blancs, mais en tout cas qui est rougie par le soleil et qui serait connotée avec ce bikini. Ça serait l'évocation de l'image de la pin-up telle qu'elle circulait dans nombre de magazines très populaires qui circulaient aussi bien sûr sur le continent africain et qui ont pu être directement réinterprétés dans ce type d'objet. Donc le scooter qu'on avait à présent sur le masque gourou, c'est aussi vraiment un symbole de cette modernité perçue comme quelque chose de positif et qui va venir réactiver ou participer à l'efficacité de cet objet. Et je pense que j'arrive à peu près à la fin de mon temps de parole, Frédéric. J'avais prévu aussi de terminer sur cette image que je trouve tout à fait intéressante, qui est directement voilà, tirée des terrains que Monica Blacon-Visionnat a pu réaliser en Côte d'Ivoire. Donc, on reste en territoire ivoirien et où là ça va même beaucoup plus loin puisque donc Monica s'est intéressée au phénomène en fait d'échange, d'emprunt, d'appropriation d'objets exogènes dans des pratiques rituelles et notamment dans la région des populations lagunaires et avait pu faire cette photographie d'une danseuse qui tient une poupée voilà, une poupée en plastique parfaitement étrangère, c'est vraiment made in China, on pourrait dire, qui est venue remplacer une figure de bois pour un festival qui était donc un festival qui avait pris place en 1981. Et elle a, en complément de cette image aussi, passé du temps avec des personnes qui pratiquent aussi la divination et qui une certaine prêtresse notamment de grande renommée et a constaté qu'en fait ces personnes se fournissaient souvent pour leurs pratiques rituelles dans les stands des marchés destinés aux touristes et qu'il y avait en fait des réappropriations de formes par exemple sénoufos ou d'autres populations plus éloignées. On pouvait aussi mettre des badigeons de couleurs argentés, enfin sortir complètement des codes qu'on attendrait et qu'on imagine être les codes traditionnels, dits traditionnels de ces sculptures et qu'en fait
c'était la recherche de l'efficacité qui passait par une forme de beauté, d'appréciation stylistique qui était le maître mot et ce qui guidait en fait soit la fabrication, soit la mise en usage de certains objets. Voilà. Donc à partir de, c'était un petit aperçu à partir de cet objet étonnant de nos collections, à la fois donc voilà la remise en contexte de cet objet dans un ensemble plus vaste, mais aussi une petite ouverture sur la question, en effet, de l'évolution des formes et de l'iconographie et toutes les questions que ça peut soulever dans l'appréciation et dans la compréhension des arts africains, on va dire, dans le courant du XXe siècle. Voilà, je pense que je suis à peu près dans les temps. Je n'ai plus du tout le... Oui, oui. Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous. C'était très intéressant et je ne doute pas que cela suscitera pas mal de questions Alors, ensuite. En tout cas, moi, j'en ai déjà en tête. Donc, mais nous allons déjà passer la parole à Manuel Valentin, qui va nous parler du masque en Afrique, une interface entre plusieurs mondes. Donc, Manuel Valentin est maître de conférence au Musée de l'Homme, au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Il est anthropologue et historien des arts africains. Et il est depuis 2018, pardon, Manuel, je vous vieillissez un peu, responsable scientifique des nouvelles collections d'anthropologie culturelle. Vous enseignez l'histoire des arts africains, la muséologie et l'anthropologie de l'objet dans plusieurs institutions, et notamment à l'école du Louvre et à l'université de Paris 7. Vos recherches portent actuellement sur les couleurs en Afrique, ainsi que sur l'histoire passée et présente de la bouteille d'eau dans le monde. Mais ce n'est pas le sujet de votre intervention aujourd'hui, puisque aujourd'hui, vous nous parlez de masque africain. Voilà, je vous laisse prendre la parole. Merci beaucoup. Attendez, je fais le partage d'écran. Je suis désolé, je vais couper ma caméra parce qu'en plus, vous voyez, je commence à avoir un rayon de soleil qui m'atterrit dessus. Donc, ça risque de pas être. Par contre, voilà. OK, donc, si vous voulez, donc, plutôt que de traiter d'un seul masque en particulier, j'ai préféré préparer une petite intervention plus généraliste, hein, de manière à donner un aperçu de la richesse extrême de l'institution du masque en Afrique. Hein, donc, Émilie en a parlé. Donc une richesse extrême, mais aussi par rapport au processus créatif. Alors, bien sûr, une telle approche généraliste, c'est toujours risqué car on est amené à dire des banalités et des évidences. Et en même temps, bien sûr, on trouve toujours des contre-exemples qui contredisent justement ou nuancent fortement toutes ces généralités. Mais en même temps, ces tentatives de généralisation peuvent être intéressantes parce que, notamment dans la mesure où elles ouvrent des portes de compréhension de processus inscrits dans le temps long, mais aussi ces généralisations nous aident parfois à comprendre, enfin parfois à prendre conscience des discordances entre la réalité d'un phénomène et la manière dont il est qualifié ou nommé, et en l'occurrence dans la pensée occidentale. Donc je vais revenir là-dessus, notamment sur le terme de masque, masque en français, masque en anglais, etc., qui en fait, ce terme qui illustre bien les dissonances, enfin les dissonances culturelles qui se sont établies entre le masque en Afrique, dans sa réalité, et son image telle qu'elle est véhiculée dans la pensée occidentale. Donc, en fait, l'étymologie et le sens premier du terme masque nous rappelle qu'il désigne d'abord un faux visage. Hein, donc, et le terme masque renvoie certes à une catégorie d'objets destinés à couvrir essentiellement le visage ou la tête, mais il est vrai que la crise, voilà, j'essaie de passer la deuxième image. Oups. Ah, voilà. Vous êtes bien en partage d'écran là? Ah voilà. Oui, oui. Oui, donc, et donc voilà, donc, pour dire qu'effectivement, la crise du Covid a permis de rappeler et de souligner qu'il s'agit avant tout d'un terme générique, hein, puisque le même terme s'applique donc au masque sanitaire, hein, donc, qui est destiné à se protéger et à protéger les autres de polluants ou de micro-organismes ambiants. Hein. Donc, on a aussi le masque de beauté, par exemple, hein, donc, utilisé pour le soin de la peau du visage. On a également le masque de théâtre, hein, donc, de l'acteur, etc., en passant par le loup, hein, le fameux loup, assez commun, qui ne couvre que la partie autour des yeux.
Bref, tout ça fait que c'est un masque de carnaval. C'est avant tout un accessoire en fait qui est destiné à dissimuler partiellement ou complètement l'identité de son porteur. Donc, encore une fois, donc, vous voyez, donc, le fameux loup des masques vénitiens ou les masques de carnaval en Europe, comme Venise. Sauf que voilà, le masque dans la pensée occidentale, quand on utilise ce terme, le masque est fondamentalement un élément de travestissement qui sert à cacher l'identité de son porteur pour créer un jeu de relations ambiguës avec les autres, ou bien pour s'autoriser certaines actions en public aussi. Et cela va du carnaval, mais cela peut aller jusqu'au braquage d'une banque aussi. Donc, on a pas mal de films là-dessus. Cette question identitaire du porteur du masque, avec l'idée, pour ceux qui le regardent, de deviner qui se cache derrière le masque, ça, c'est complètement absent dans le masque africain. Donc, savoir qui porte le masque n'a aucune importance, même si beaucoup savent que c'est quelqu'un, un individu, donc parfois connu, comme le disait Émilie. C'est souvent quasiment toujours un homme, je dis bien quasiment, mais on ne souhaite ni on ne veut savoir qui porte le masque. Donc, l'attention se porte plutôt sur la performance scénique et sur tout un ensemble d'éléments codifiés et porteurs de sens. D'ailleurs, et comme l'a rappelé Émilie, donc la notion de masque ne désigne jamais la partie en bois ou autre matériau qui recouvre le visage, mais l'ensemble du personnage, son costume, ses accessoires, mais aussi la danse, les pas chorégraphiques qu'il exécute, ainsi que la musique et les chants qui y sont associés. Alors, il y a pas mal de nuances. Vous voyez, par exemple, si je prends l'exemple des Pendé, donc un peuple qui vit en République démocratique du Congo, eux, en fait, ils parlent plutôt de faire danser un masque et jamais de le porter. Vous voyez, c'est une différence de conception. Donc, explique aussi en grande partie pourquoi donc, les collecteurs et collectionneurs européens se sont généralement attachés à collecter seulement la partie en dur du masque, c'est-à-dire la plus essentielle selon eux, de par sa valeur esthétique, c'est-à-dire celle qui cache le visage de son porteur. D'ailleurs, c'est pourquoi les musées conservent très peu de masques complets avec l'ensemble de leurs costumes. Donc, et en réalité, en fait, la signification et l'investissement esthétique ne peuvent se comprendre que par rapport aux éléments annexes, et surtout par rapport aux circonstances d'apparition ou de sortie du masque. Et Émilie vous a montré pas mal d'usages. Il peut s'agir d'un masque, ce contexte peut être un rituel d'initiation, une cérémonie funéraire, une religieuse, une festive, ou aussi la venue d'un hôte de marque. Bref, tout ça pour vous dire que le terme de masque génère des incompréhensions, non seulement par rapport au masque en Afrique, mais aussi par rapport aux masques qu'on connaît ailleurs. Un exemple connu, pour changer rapidement de continent, c'est le masque des Hopis d'Arizona, qui rejette carrément ce terme. Et c'est intéressant, pourquoi ? Parce que pour eux, ce terme connote l'idée justement d'un travestissement, d'un déguisement, c'est-à-dire de l'idée de tromperie. Alors que leurs masques, comme ceux en usage traditionnel en Afrique, sont considérés plutôt comme des porteurs de valeurs fortes, sacrées, établissant un lien avec les forces non humaines. Donc, si vous voulez, en fait, ce sont des entités spirituelles à part entière, et justement, les Hopis, mais voilà, refusent ce terme, notamment parce qu'ils supposent que finalement, lorsqu'ils expliquent notamment aux enfants, ils ont peur qu'ils perdent tout leur intérêt, dirons-nous, au niveau des valeurs qu'ils véhiculent. Alors, ce phénomène d'usage du terme masque, bien sûr, il faut des mots pour nommer les choses, mais voilà, malheureusement, ça s'empire, parce que, notamment avec l'usage du mot mascarade, un terme qu'on a encore pris, enfin, il n'y a pas de jugement de valeur, qu'on a copié sur le terme anglais masquerade. Pourquoi c'est pas forcément mieux, c'est même pire, parce qu'en français, le mot mascarade, même si les chercheurs lui attribuent tel ou tel sens plus noble, n'empêche qu'il connote dans l'idée commune de quelque chose qui n'est pas sérieux, quelque chose qui est ridicule, vous voyez, une mise en scène trompeuse. Donc, c'est un sens plutôt péjoratif. Bref, enfin, voilà. Toujours est-il que cette dernière remarque nous amène justement à s'approcher des valeurs sémantiques auxquelles les sociétés, notamment africaines, associent l'usage du masque. Donc là, c'est la pratique du masque,
nous pose des questions quand même plus passionnantes, hein, notamment cette capacité qu'on a à limiter enfin, à dépasser, outrepasser nos limites physiques et spirituelles. Hein. Donc, et c'est vrai qu'on a tous fait l'expérience du port du masque, où finalement, dès qu'on le porte, on se sent un petit peu transfiguré parce que la vision n'est pas la même. Et c'est vrai que ce phénomène a sans doute été très exploité en Afrique. Donc, alors, Émilie vous a montré et démontré qu'à l'intérieur d'une même communauté, d'un même peuple, hein, il pouvait y avoir une infinité de variations, de catégories de masques. Hein. Alors moi, j'ai choisi, donc, en restant plus ou moins en Côte d'Ivoire, pardon, j'ai le soleil qui m'empêche de voir le monde PowerPoint. Et en fait, bah, voilà, on a des, comment dire, des différentes catégories comme les bagues masques, qui sont toutes petites, qui font à peine 10-15 cm de hauteur, le masque facial, hein, donc le masque Pellier, le masque Godougou, enfin, vous voyez, donc, qui font qu'on a des masques à grande structure, vous voyez. Donc, il est vrai que le masque africain a cet attrait où, en fait, on a eu sans doute au fil des siècles une espèce d'investissement, d'exploration de possibilités offertes par le masque. Précisons aussi que, comment dire, que beaucoup de sociétés ne connaissaient, je parle souvent au passé, mais ne connaissent pas le masque. Hein. Donc, beaucoup de sociétés en Afrique, hein, pour ça je voudrais éviter de généraliser à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup de sociétés voilà, qui ne connaissaient pas ou qui n'ont pas adopté la pratique du masque. Et d'ailleurs, lorsque les Européens entamèrent leur progression dans l'intérieur du continent au XIXe siècle, hein, et surtout pendant la période coloniale proprement dite, l'institution du masque, en fait, était essentiellement pratiquée en Afrique occidentale, c'est-à-dire dans la partie au sud du Sahara, hein, et en Afrique centrale. Les parties orientales et australes du continent ne la connaissaient pas. Hein. Donc, c'est d'ailleurs une des questions qui intrigue encore. Hein. Donc, et en fait, on sait qu'il y a des raisons multiples, pardon, des raisons multiples et différentes selon chaque société, pardon. Donc, d'autant plus que voilà, celles qui pratiquaient le masque, donc, en ont connu, en ont délaissé, etc., en ont réinventé. Donc, comme je disais, donc, on ne pourra sans doute jamais savoir précisément où et quand le masque a été inventé. Hein. Donc, d'ailleurs, les travaux d'ethnologues et les traditions orales collectées de part et d'autre, hein, renvoient à des origines mythiques, avec souvent quand même le principe que ce sont les hommes qui ont volé le masque aux femmes. Hein. Donc, néanmoins, ouais, si on tente de remonter dans le temps avec les éléments dont on dispose, hein, donc, on peut souligner exploiter le lien très fort qu'établissent les masques, notamment d'un point de vue iconographique et visuel, hein, donc entre le monde humain et le monde animal. Et on s'aperçoit alors que ces relations homme-animal ont été en Afrique l'un des principaux creusets de création des masques. Bien sûr, il faut nuancer, enfin, il faut apporter quelques nuances, hein, donc, et ce qu'on fera tout à l'heure, hein. Mais on a un deuxième creuset, hein, donc, et ça, Émilie l'a bien évoqué, donc, avec les gourous, c'est celui du visage humain, donc, avec un jeu subtil, le masculin, féminin notamment. Et puis, s'il reste un peu de temps, on évoquera un autre foyer plus récent, hein, donc, qui intègre des éléments ou des objets du quotidien. Donc, en Afrique australe, je montre ça, donc, ce qui est intéressant, c'est que les peintures rupestres dont on a dans les témoignages plus anciens ont été datés de 27 000 ans, hein, donc BP, jusqu'à la fin du XIXe siècle. On a ces anciennes populations de chasseurs-collecteurs, appelés Shan ou Bushman, hein, qui ont laissé des représentations de créatures mi-humaines, mi-animales, et qu'on qualifie de théranthropes. Oui. Les archéologues sud-africains, notamment, associent ces créatures hybrides au chamanisme, hein, donc, qui a un système de croyances et de conception du monde selon laquelle donc, il est possible pour certains individus d'avoir la sensation de se transformer et d'acquérir les traits d'un animal lors de périodes de transe, hein, ou d'altération de la conscience. Cette conception, hein, donc chamanisme, hein, le mot est comme ceci, hein, il vient de Sibérie, mais on le connaît ailleurs, hein, en Amérique, en Asie. On trouve également, oui, donc c'est ce que je vous montre, on a les trois images, donc on a vraiment celle-ci montre un quadrupède, mais surtout au niveau des jambes, enfin des pattes arrière qui sont en fait des jambes humaines, si en tout cas la conservation est correcte. Ici, on a vraiment bien des créatures
mi-homme, mi-oiseau. Donc, et ici, donc, on voit bien donc, le caractère hybride donc, d'antilopes et de personnages humains. On connaît quelques figures dites théranthropes dans la partie, dans la région saharienne, hein, donc avec cette gravure, hein, c'est un exemple parmi d'autres. Ah, bien sûr, on a envie de faire un lien avec les figures des dieux de l'Égypte ancienne, hein, mais voilà, ça, avec un point d'interrogation et surtout mettre beaucoup de nuances, etc. Mais globalement, au Sahara, ça reste plutôt anecdotique, puisque en fait, tout comme les voilà, anecdotiques, vous voyez, la figure de droite, je suis désolé, il y a le soleil en pleine la figure de droite, vous voyez, c'est le fameux dieu de Séphar, hein, son nom donné par Lot, hein, donc lorsqu'ils ont fait le rosé. Mais en fait, voilà, apparaît déjà entre cette notion de théranthrope, c'est-à-dire figure hybride homme-animal, des ambiguïtés. Vous voyez, la figure, voilà, on l'attribue, on dit que c'est un dieu parce qu'en fait, il a la tête où on semble reconnaître des cornes ou des espèces en tout cas. Mais là, voilà, ça devient ambigu parce qu'on a aussi cette continuité, ce continuum entre, parfois, d'un point de vue formel, entre les coiffes et le masque. Il y en a parfois des masques qui vraiment sont avant tout des coiffes et on a des cimiers de masques, etc. et vice-versa. Donc, oui, donc c'est pas si simple. En tout cas, on a plutôt un vaste continuum où la notion de catégorie, elle n'est pas si simple que ça. Donc, on a quelques exemples, encore une fois anecdotiques, hein, de personnages véritablement masqués, notamment au Tasséline Nagère, hein, donc, où en fait, bien sûr, on a du mal à identifier vraiment quel masque, on ne peut pas, mais vous voyez l'importance du costume, avec le soin attribué par les peintres, hein, donc avec ici des petites mouchetures, là, donc appendice blanc ici, hein, donc tout ça fait que voilà, on a au moins des éléments qui montrent que voilà, c'est un phénomène quand même plutôt ancien, donc c'est bien difficile d'identifier ce qu'il représente, hein, donc on sait que toute cette aire géographique, hein, donc a connu comment dire, des épisodes climatiques humides, hein, qui ont permis notamment le développement de l'agriculture. Et d'ailleurs, les ethnologues et historiens de l'art africains ont souligné que c'était en majorité des sociétés d'agriculteurs sédentaires qui faisaient usage du masque. Hein, donc, or, dans toute cette partie donc, comment dire, saharienne, et sur fond, encore une fois, d'oscillation climatique, le lien au monde animal va changer en raison notamment de l'adoption et du développement de l'élevage des ovins, des chèvres, des bovinets, etc. C'est d'ailleurs la période bovilienne, hein, donc, qui va s'étendre grosso modo de 6000 à 3500 BP. Et en fait, c'est un événement, enfin un processus très important parce que une distinction majeure va s'opérer entre animaux domestiques et animaux sauvages, c'est-à-dire ceux de la brousse. Or, ce que l'on observe, hein, en tout cas moi ce que j'observe aussi, hein, donc Émilie pourra peut-être aller dans mon sens, c'est qu'il n'y a quasiment pas de masques d'animaux domestiques. Pourquoi ? Parce que sans doute que ces derniers offrent un intérêt social, certes, hein, les animaux domestiques ont un intérêt social, richesse, prestige, sacrifice, etc., mais ils ne présentent que peu d'intérêt d'un point de vue religieux et spirituel. C'est qu'en fait, je schématise, mais ils ne motivent pas, en fait, ils ne stimulent pas le corps humain à se dépasser ou à se transcender. Hein, donc, par contre, les animaux de la brousse, en restant sauvages ou indomptés, conservent un attrait, une puissance et un potentiel de spiritualité qui fascinent. Alors, bien sûr, encore une fois, vous pouvez trouver quelques exemples de masques d'animaux domestiques, j'en ai trouvé, mais à chaque fois, ils représentent quoi ? Ils renvoient à des animaux mâles, béliers, taureaux, coqs, donc qui sont supposés être plus agressifs, tenteurs de plus d'énergie. Donc, les populations pastorales, hein, comme les Peuls, ne font quasiment pas usage du masque, hein, donc, et en Afrique orientale et australe non plus. Les Maasai et les Zoulous, hein, donc pour ne citer que les plus connus, n'ont jamais créé de masque, sauf pour les touristes récemment. Et encore, ce ne sont même pas eux qui les fabriquent. Hein. Donc, pour revenir en Afrique australe, les peuples San, les chasseurs-collecteurs, eux, ils vont rester majoritairement des chasseurs-collecteurs. Hein. Donc, on connaît chez eux des coiffes, des leurres, hein, mais pas de masques. Donc, pardon, on connaît donc, on a de nombreux masques. Alors leur raison d'être, en fait, c'est
c'est d'incarner un esprit particulier, une entité spirituelle, bénéfique ou maléfique, hein, donc toujours issu du monde de la brousse. Hein, et la manifestation de ces masques assure un contact et un équilibre entre le monde réel et le monde surnaturel, et notamment lors de passage d'une période saisonnière à une autre, hein, donc c'est une période de transition sociale. Par exemple, encore une fois, la fête des semailles, hein, donc cérémonie funéraire, l'initiation des jeunes garçons pour devenir adultes, etc. C'est la plupart des masques que vous voyez ici, hein, donc c'est une sélection un peu hasardeuse, hein, donc ils ont surtout une fonction à la fois pédagogique et très souvent protectrice. Hein, et donc, pour matérialiser le surnaturel, les artistes sculpteurs ont plutôt puisé donc, dans leur environnement, hein, ce qui pouvait donner sens, tout en produisant un effet visuel et plus largement sensoriel. Alors, bien sûr, dans le monde végétal, hein, on a quelques exemples ici, hein, donc, notamment avec le bruissement, vous voyez, et la levée de poussière, hein, produite par les fibres végétales du costume, hein, lorsqu'il bouge, mais bon, on n'aura pas le temps d'aborder cet aspect. Hein, donc, voilà, les artistes facteurs de masques, hein, vont surtout s'inspirer d'un vocabulaire formel puisé dans la faune sauvage. Et donc, je vous propose de voir quelques exemples. J'essaie de ne pas trop tarder. Alors, les masques Chihuahua sont très connus, vous voyez, où finalement, voilà, ce sont des masques qui ont pour but de célébrer la naissance de l'agriculture. Donc, on les voit sur la photo en train d'encourager les jeunes agriculteurs à désherber, parce que c'est une tâche très, très rude. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue formel, ces Chihuahua renvoient à l'antilope. Alors, ce sont des masques qui sortent toujours en couple, hein, on distingue toujours un masque mâle, un masque femelle. Et ce qui est intéressant, c'est que le masque mâle renvoie à l'antilope de type, comment dire, hippotrague, antilope cheval. Pourquoi? Parce que c'est une antilope qui est considérée comme la plus belle, et surtout lorsqu'elle s'enfuit, lorsqu'elle court, et procède à une course en zigzag, celle que vous avez ici, enfin qui est représentée ici, hein, donc qui renvoie au mouvement du soleil lorsqu'il tourne, voilà, autour sur son astre, etc., entre les tropiques. Et puis vous avez, pour le masque femelle, vous avez plutôt une allusion à l'oryx. Pourquoi? Parce que l'oryx, c'est un animal, une antilope en fait, qui peut rester très très longtemps sans boire, c'est-à-dire pour les Vamana à l'image d'une terre idéale, celle qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau, hein, donc pour donner ses fruits. Et puis donc voilà, l'antilope est bien évoquée ici. Si on regarde d'autres masques, voilà, ça devient un peu plus difficile de reconnaître une antilope, sauf à travers les cornes. Et voilà, on a aussi d'autres variations de masques Chihuahua, comme celui-ci, où les travaux de Muxa ont permis de montrer, de déconstruire et de comprendre un peu ce qui se passait. Donc là, on a l'Orctérope et le pangolin, qui sont deux animaux fouisseurs, c'est-à-dire qui travaillent la terre, hein, simplement. Donc, alors, voilà, masques de Burkina Faso qui sont très, très à la mode en ce moment. Et je vous le montre pour évoquer, alors non pas ce qui a déjà été dit, hein, mais ce masque de Lantern Twilight, donc c'est cette partie basse, vous voyez, qui en fait renvoie à deux animaux, notamment la chouette ou le hibou, hein, donc matérialisé par les yeux, hein, donc concentriques. Donc chouette, hibou qui sont des animaux nocturnes, alors que, je ne sais pas si vous voyez bien là, l'appendice qui est projeté ici renvoie au bec d'un calao, qui lui est un oiseau diurne. Vous voyez, donc, ce qui fait qu'on a une espèce de représentation cosmique, alternance du jour, de la nuit à travers ce masque. Et puis, bon, vous avez la lune représentée ici. Donc, par contre, ce qui est intéressant de bien noter, c'est que nous, en fait, en Occident, on cherche absolument à identifier ce que j'ai essayé de faire, identifier absolument l'animal représenté. Or, il se trouve que beaucoup de masques animaliers, hein, donc, ne représentent pas d'espèces particulières, mais sont plutôt une fusion, une combinaison très subtile de plusieurs espèces d'animaux, notamment avec ce masque Manchou, en parlant, je ne vous ai pas mis le mot, le nom, le masque connu ici sous le terme de Basonie, hein, donc, vous voyez, la seule photo qui existe, elle est là, hein, qui montait jusqu'à 4 mètres de haut, 4 mètres de haut, et en fait, qui synthétise, en fait, sans doute, enfin sûrement, au moins 3 espèces de serpents, hein, donc le cobra, qui en fait a pour avantage bon, il est à la fois assez agressif, il peut se lever, etc., et il vit essentiellement sur Terre, mais également le python, qui est un animal qui aussi vit souvent dans l'eau, hein, donc il attend patiemment sa proie.
Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un masque qui est capable d'être à l'aise aussi bien sur Terre que dans l'eau, mais également sous terre. Et puis, vous avez donc la vipère du Gabon, hein, donc, sans doute, comment dire, utilisée pour je veux dire, sa peau, hein, donc faite de triangles, de losanges alternés, vous voyez, qu'on retrouve sur ce haut de masque. On a d'autres, les masques qui combinent plusieurs éléments d'animaux différents, donc il y en a beaucoup. Hein, donc, mais en fait, encore une fois, donc là, on peut reconnaître le crocodile, on peut reconnaître les cornes de buffle, la queue du gaméléon, les cornes d'antilope, etc., la mâchoire de crocodile, j'ai déjà dit, plus un visage humain. Mais voilà, mais en fait, même si on décrypte, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas de faire en sorte que le spectateur reconnaisse tel ou tel animal, mais c'est plutôt de produire l'image animée d'une créature qui renvoie, qui renvoie à une entité spirituelle particulière, hein, donc souvent bénéfique comme ici, hein, donc parfois donc potentiellement dangereuse. En fait, comment dire, on a beaucoup de masques animaliers sont dans cette logique de combinatoire, hein, mais de manière très subtile. Hein, donc, parce que l'idée, c'est d'exprimer comment dire, le caractère unique d'une entité spirituelle qui est censée animer ce type de masque. J'essaie de ne faire pas trop long. Voilà, je vous montre aussi celui ici parce que, voilà, comme je disais, on connaît bien sûr tous visuellement aussi quand même les attributs d'un visage humain, notamment avec les yeux, le nez, etc. Hein, donc, ça pour montrer que finalement, il y a quand même une combinaison qui s'opère vraiment avec aussi les traits du visage humain, c'est que les deux mondes vraiment comment dire, s'interpénètrent, hein, le monde humain, hein, donc, et monde de la brousse, donc les forces spirituelles, etc., qu'on retrouve aussi sur un masque gourou, hein, donc celui-ci n'est pas à Angoulême, mais au Musée de l'Homme. Hein, donc, il a été collecté en 1930 par un ethnobotaniste, Auguste Chevalier. Et même sur celui-ci, vous voyez, bon, on a bien les cornes, l'allongement du visage, hein, donc, mais également, voilà, donc on a des traits anthropomorphes, hein, bien, comment dire, bien explicites. Hein, donc, ce qui fait que finalement, on a comment dire, avec ces traits animaliers, avec des traits humains, comment dire, un fonctionnement qui rentre dans une logique tout à fait intéressante parce qu'on passe insensiblement d'un vocabulaire issu du monde de la brousse à un vocabulaire qui vraiment va se focaliser sur les traits humains. Et donc, encore une fois, on a un continuum en fait, hein, qui fait de la représentation d'espèces animalières, hein, donc, au visage humain en passant par ce jeu de combinaison et de fusion subtile. Mais en fait, voilà, cette capacité à combiner ces deux, hein, donc, c'est ce qui a fondé, c'est ce qui fonde encore le succès, entre guillemets, en Occident, en tout cas, des masques africains. Donc, alors ces masques à traits humains, donc, on en a énormément. Hein, donc, encore une fois, il ne s'agit pas de portraits, hein, donc, qui désigneraient une personne en particulier, hein, donc, mais d'images génériques et idéalisées, hein, dont les traits sont souvent orientés vers la féminité. Pourquoi? Parce que généralement, c'est à cause du pouvoir de séduction des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus attrayant pour un esprit de s'incarner dans les traits féminins que de s'incarner sur un masque moche, horrible. Alors, ça existe, hein, mais voilà, c'est pour d'autres fonctions. Donc, parce qu'on connaît des masques destinés à effrayer, à faire peur, invoquer la maladie, etc. Donc, vous voyez, ce masque Bangu, hein, donc, lui symbolise la maladie en général, hein, donc, et les malheurs qui peuvent s'abattre sur l'individu. On a donc le blanc, hein, donc, qui est associé donc, au kaolin, qui est une argile blanche qu'on puise souvent dans le lit des rivières. Hein, donc, et ce kaolin est utilisé dans tous les rituels de guérison, alors que le noir, lui, renvoie donc, à la couleur de la sorcellerie et de la maladie. Donc, on a toujours des messages associés. Donc, par contre, je vous montre cette photo de contexte pour montrer que finalement, le monde animal n'est jamais loin quand même. Mais il faut avoir l'ensemble du costume, parce que c'est plume d'oiseau. Voilà, on renvoie aussi à ce monde animal, justement, donc, qui est toujours sous-jacent d'un point de vue sémantique. On a comment dire, beaucoup de masques, notamment en Côte d'Ivoire. C'est vrai que les masques faciaux, hein, comme celui-ci, le masque des Anglais, hein, donc, où en fait on a souvent collecté donc, la partie uniquement dure du masque. Alors, pourquoi pas, hein, si on concentre le regard uniquement sur
sur la face du visage, bien sûr, c'est très délicatement sculpté. Mais par contre, c'est vrai que voilà, lorsqu'on commence à avoir un peu plus d'éléments, donc le visage s'épanouit. Puis quand on regarde le masque dans son complet, c'est encore autre chose. Vous voyez, toutes ces fibres végétales permettent finalement aussi d'orienter le regard vers le visage donc, de cette entité donc, qui se manifeste à travers un masque. Hein. Donc tout ça fait que, plus les couleurs, là c'est une photo noir et blanc, mais voilà, le noir contraste avec les éléments plus polychromés donc, du reste. Hein, ici en bas, donc, on a aussi l'intérêt des coris qui permettent d'avoir du blanc. Vous voyez. En fait, globalement, beaucoup de masques hein, dits traditionnels, hein, donc, liés à un rituel religieux, on recourt majoritairement à 3 couleurs, hein, donc, le noir, le blanc, ici des coris, et le rouge, ici, donc des perles en pâte de verre. Pareil, toujours le visage très traité soigneusement. Et notamment, ce qui va ressortir vraiment fortement avec ces masques à traits humains, c'est la coiffure, la coiffe, qui est vraiment traitée de manière très soignée, avec ces fines incisions hein, donc, qui sont séparées du front par un petit collier de perles sculptées ici. Hein, donc avec une patine, une surface patinée extrêmement riche, avec un noir d'une très grande profondeur, avec quand même des reflets mordorés, vous voyez, donc, qui renvoient à des reflets métalliques. Et ce type de masque baoulé, bah voilà, il va être très prisé, hein, notamment, vous connaissez tous cette photo noire et blanche hein, donc, de Man Ray. Alors que voilà, c'est une photo, comment dire, en noir et blanc, alors que finalement, la patine de surface est extrêmement riche et renvoie aussi à d'autres significations. Voilà, donc là, on avait, donc, on avait plutôt le noir qui renvoie aussi la bonne santé, etc. Chez les Pounous, le blanc, voilà, on a des masques, voilà, encore une fois, génériques d'idéal de beauté féminine, hein, donc, qui renvoie à l'au-delà, hein, à la mort, à l'au-delà. Hein, donc, toujours avec, alors cette fois-ci évoquée par le blanc, hein, donc, typique de ces masques. On connaît quand même quelques oukouillis, enfin quelques masques qui sont noirs, hein, donc, mais en tout cas, voilà, on a cette idée de déclinaison, vous voyez, donc, de ce type de masque, qui en plus, lorsqu'on les regarde dans leur ensemble, hein, donc, portent des échasses, donc donnent un effet spectaculaire, et aussi donc acquiert cette polychromie on devine difficilement ici. Mais en tout cas, voilà, avec des effets scéniques tout à fait intéressants. Ici, vous voyez, donc, on est passé baoulé, masque surface patinée noire chez les, comment dire, les Pounous blancs. Ici, voilà, avec ces masques de peau, donc, des Tiokois d'Angola. On a plutôt beaucoup de masques qui tendent plutôt vers le rouge. Pourquoi? Parce que le rouge est plutôt une couleur de la normalité, je vais dire, hein, donc, de la bonne santé, etc. Donc, en tout cas, vous voyez la richesse hein, donc, des différents éléments qui sont mis là, puisqu'on a des clous de tapissier, donc, des boutons de chemise, etc. Donc, et c'est vrai que c'est une évolution qui, alors, si on parle d'évolution, hein, donc, au XXe siècle, en fait, il va y avoir une incorporation de plus en plus grande d'éléments donc, issus des commerces et de la présence notamment occidentale, mais pas que. Hein, donc, et ça, donc, Émilie, vous l'avez évoqué. Alors voilà, je rebondis un peu sur ce que disait Émilie, voilà, ce masque ici, donc, de Savou Bibotti. Hein, donc, ouais, on a les mêmes références, hein, je vois. Et voilà, donc, qui finalement, une évolution ouais, qu'on trouve ailleurs. Hein, donc, c'est on reste un petit peu lié au monde animal, mais finalement, on intègre de plus en plus des objets, des scénettes, etc. Hein, donc, et on note, en tout cas depuis les années 50, c'est vrai, hein, accentué à partir des années 60, de plus en plus de masques qui, à côté de toute la production pour touristes, hein, qui nous font croire que le masque n'a pas beaucoup évolué, on a ce type de représentation beaucoup plus dynamique, hein, qui intègre des éléments du quotidien. Hein, donc, et ici, voilà, un petit personnage qui est en train de tisser. J'ai retrouvé, hein, Émilie, hein, parce en pensant aux motocyclistes, hein, ça m'a fait penser à ce masque qu'on observe autrefois au Musée de l'Homme, qui est maintenant Branly. Hein, donc, c'est deux cyclistes. Là, on est au Nigeria. Hein, c'est deux cyclistes, un blanc, entre guillemets, un noir, entre guillemets, vous voyez, donc, côte à côte, hein, parallèle. Et c'est le masque collecté en 1931, donc en pleine période coloniale,
évoque justement avec un trait d'humour cette espèce une sorte de moquerie qui ne dit pas son nom de l'usage de ce véhicule, en fait. Hein, donc, c'est tout à fait intéressant avec ce bleu très, très intense. Hein, donc, et puis, donc, on a des sculpteurs contemporains aussi, hein, donc, comme Kifulu Dossou, qui continuent à sculpter des masques LED. Hein, donc, et on sent qu'il voilà, y a quand même un investissement. C'est vrai que c'était intéressant ce qu'il disait, c'est qu'en fait, on a une déviation vers des thèmes plus ancrés dans l'actualité. Et notamment, ce qui tracasse pas mal de sculpteurs contemporains, donc de masques, hein, c'est de s'investir, de montrer cette réalité qui bouge. Et notamment, un des thèmes, c'est celui de l'essence de contrebande. Hein, donc, ce que signifie mascarade paillot. Hein, c'est ici essence de contrebande, et on voit un masque qui en fait, porte une motocyclette chargée de bidons que les trafiquants, entre guillemets, hein, donc on fait gonfler artificiellement en les chauffant. Sauf que lorsque vous remplissez ces bidons surgonflés, en fait, la moindre étincelle, ça explose alors beaucoup plus fortement. Voilà, une image qui illustre un petit peu ce sujet. Donc, ça semble humoristique, mais finalement, ça soulève un thème de société, en tout cas, qui, sur place, tracasse beaucoup de monde, parce que c'est très dangereux. Hein, donc, voilà, donc on ne pouvait pas s'empêcher de vous montrer des masques bidons de Romuald Azoulay. Oui, c'est encore une évolution, monde animal, homme-animal, visage humain qui se traite. Alors, c'est pas une évolution comme ça, tout s'interpénètre. Hein. Et puis, voilà, seconde moitié du XXe siècle, utilisation de nouveaux matériaux, avec prise de conscience que ce que dit Romuald Azoulay, hein, c'est que finalement, les Européens ils veulent tellement de masques qu'il n'y en a quasiment plus en Afrique, enfin, c'est son discours. Donc lui, il fabrique des masques bidons. C'est-à-dire, voilà, il ne ment pas, ce sont des masques bidons, voilà, vous en voulez, mais par contre, je ne vous mens pas sur la marchandise, c'est fait avec des bidons, et ce sont des masques bidons. Ils n'ont jamais été portés, voilà. Donc tout ça fait que voilà, ces masques finalement ne sont pas du tout désuets, mais voilà, ils rebondissent, ils sont, comme on dit aujourd'hui, résilients, hein, donc, et ils apportent une nouvelle dynamique hein, qui d'abord est très apporteuse de beaucoup de succès. Et je vous montre une dernière diapositive avec alors c'est tout nouveau, hein, c'est les services des douanes hein, qui m'ont envoyé cette photo, et où en fait finalement une des dernières tendances, c'est celle de faire du masque le support de rappel de patrimoine, d'objets patrimoniaux. Et vous voyez, ce masque Fang finalement renvoie au masque d'une guilde, vous voyez, masque qui autrefois était un masque de justice, il rappelait contrevenants, enfin il fallait payer les amendes. Et puis, donc, ces figures gardiennes de reliquaires, mondialement connues, hein, créées par les sculpteurs Fang. Et oui, donc, voilà, il y a un artiste qui a intégré comme ça un masque Ngil et une sculpture Fang. Hein, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, voilà, le masque, en tout cas en Afrique, certes, il a beaucoup évolué dans sa forme, ses matériaux, hein, comme l'a rappelé Émilie, mais également, il continue en fait à être un support de créativité extrêmement forte et dynamique. Voilà, je m'arrête là, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Merci Manuel, vous avez beaucoup dépassé, mais c'était tellement passionnant que je n'ai pas voulu vous arrêter. Oh, désolé. La caméra, parce que voilà, le soleil est passé, c'est bon. Merci beaucoup, c'était passionnant et j'ai encore appris beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas, est-ce que parmi les personnes présentes, il y a des questions? Alors, je sais que Camille Devineau n'a pas accès à la caméra. Donc, Camille, si vous voulez, comme la dernière fois, poser vos questions dans la zone de discussion, vous êtes la bienvenue. J'ai vu que Suzanne Furnis avait laissé un message voilà, où elle nous disait qu'elle pensait fort au masque sonore, dont Hugo Zemp a dressé un superbe tableau chez les Danes de Côte d'Ivoire, et dont elle avait aussi observé et entendu l'existence au sud du Cameroun. Est-ce que vous pouvez... vous connaissez les masques sonores? Je ne vois pas ce que c'est, moi. Émilie, tu veux répondre ou Moi, ça ne me parle pas, les masques purement sonores. Je ne connais pas cette manifestation. Je pense à d'autres formes de masques qu'on n'a pas évoquées, mais pas ceux-là. Peut-être que toi, tu connais, Manuel. Oui, enfin, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas musicologue, mais en fait, non, il existe. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, beaucoup de masques étaient interdits aux femmes et aux enfants, aux non-initiés. Moi, j'en ai montré notamment en Côte d'Ivoire, il y a certaines communautés, en fait, on fait vrombir un rhombe et qui produit un son particulier qui avertit les femmes, les enfants et les non-initiés de rentrer chez eux
Ouais. Voilà, donc c'est plus ça. Mais enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, un masque, voilà, ça, c'est pas seulement quelque chose de matériel, c'est aussi quelque chose d'immatériel. Et en fait, mais simplement pour marquer cette idée que voilà, il y a une longue période où en fait, voilà, le masque pouvait être conçu comme quelque chose de dangereux. Et ça permettait en fait que toutes les femmes et les enfants rentrent chez eux et voilà, certains hommes pouvaient s'adonner à des activités. Donc voilà, vous avez beaucoup de masques aussi qui sont annoncés par des instruments de musique pour faire place nette sur leur chemin. Voyez, donc voilà, donc la musique est un élément très très important. Hein, donc et la danse, oui. On l'a dit aussi, la danse c'est fondamental. Oui. Moi, je pense aussi, j'aurais pu, mais comme j'étais sur un thème monographique, j'ai pu faire l'acquisition il n'y a pas très longtemps pour le musée d'Angoulême de photographies que je pense, Manuel, tu connais, de Laurent Gudin, et qui ont été prises au Sénégal et qui sont en fait des témoignages de mascarades contemporaines sénégalaises, plutôt wolof, qui sont en fait des déguisements, en fait, des maquillages. En fait, c'est vraiment, on n'a plus du tout le truchement de l'objet matériel posé, quelle que soit la forme, et même d'un costume. En fait, c'est le corps nu, brut, qui est couvert de peinture, entièrement peint. C'est très, très spectaculaire. Il y a une polychromie chatoyante. C'est très, très impressionnant. C'est hyper encadré. Je sais que Laurent Gudin a mis des années à avoir le droit en fait d'accéder aux préparatifs de cette mascarade et même à photographier cette mascarade qui ensuite prend place dans des villes sur la petite côte sauvage au nord de Dakar et qui sont vraiment qui se mouvoient ensuite dans la rue en fait. Hein, et ces photographies sont vraiment intéressantes parce qu'on voit la manifestation en pleine ville moderne avec les gens qui prennent des photos sur leur smartphone pour garder la trace, etc. Mais néanmoins, tout le rite qui s'appelle le rituel du Simb, du lion, est complètement encadré, extrêmement codifié et nourri de tout un substrat culturel, même religieux. Oui, pour revenir justement sur ce terme de masque, je sais que en Afrique, en tout cas, ce que nous appelons masque chirurgical, ils l'appellent cache-nez, justement, parce que voilà, en distinction du masque. Mais le terme de masque, en tout cas moi de ce que j'ai pu voir, son origine vient de la Grèce antique. Donc j'imagine que la culture du masque en Afrique est beaucoup, enfin j'imagine pas, je le sais, est beaucoup plus ancienne que ça. Du coup, en Afrique, quel terme utilise-t-on pour désigner le masque si on n'utilise pas le mot masque? Ou ont-ils repris ce terme occidental? En fait, si je peux me permettre, en fait, on a des termes hein, qui renvoient à des catégories de masques, comme alors, je citais les pendés, qui ont le terme mbouya pour désigner un ensemble, enfin, une catégorie de masques qui caricature ou désigne les défauts de tel ou tel. Enfin, par exemple, ils vont présenter le masque à déformation faciale que je vous ai montré, fait partie de la catégorie des masques mbangu. Qui eux-mêmes voilà, se déclinent en plusieurs types de masques, hein, donc, et qui désignent soit le paresseux, la femme coquette, ou celui qui ne se lave pas, ou le voyageur étranger qui revient complètement épuisé, etc. Voilà, donc ils ont des termes génériques pour désigner une catégorie globale. Hein, donc, mais à ma connaissance, il y a des termes qui désignent, hein, alors, soit c'est des emprunts à la langue anglaise ou française, etc. Mais il n'y a pas de, comment dire, d'un point de vue, j'allais dire monographique par ethnique, à ma connaissance, il n'y a pas de terme plus abstrait. Nous, c'est vraiment un terme hyper générique, en fait. Hein, donc, du coup, c'est pas forcément utile, j'allais dire, dans le contexte d'utilisation concrète. Oui, puis peut-être que ce sera l'appellation du rite qui va plutôt supplanter l'utilisation du mot masque. On va plutôt parler de tel rite qui sous-entend en fait effectivement la mise en scène de l'objet, mais qui est prise vraiment dans un ensemble beaucoup plus vaste. Et c'est un accessoire en fait, un ensemble beaucoup plus vaste qui lui fait sens et qui est important en fait. Mais ce qui implique aussi qu'un certain nombre de ces objets, ce n'est pas toujours le cas, mais soient des objets à caractère interchangeable, en fait, aussi. Ça, c'est une donnée qui est importante.
Moi, là, on n'a pas eu le temps de le creuser trop et moi-même, je n'ai pas eu le temps de le creuser assez, mais cette question de qu'est-ce que l'objet sacré, incarné, authentique, quand est-ce qu'un objet est encore un objet, ça pose beaucoup de questions par rapport à notre actualité aujourd'hui aussi, hein, sur la question de nos collections. Qu'est-ce qu'on a, on a légitimement le droit de conserver, pas conserver. Et dans ces masques-là, il y a ceux qui ont été en usage, qui ne sont plus parce qu'ils sont mis au rebut, qui sont remplacés, d'autres qui sont conservés et qui ont une pérennisation d'usage. Enfin, il y a une multitude en fait aussi derrière de considération de la pièce matérielle et ça va et autant de cas qu'on a finalement de culture. Donc c'est très difficile. Oui, vas-y. Non, non, je veux pas. C'est vrai que voilà, nous on titille sur ils n'ont pas tel mot dans leur langue. Moi je vois ça au niveau des couleurs. Ils n'ont pas telle couleur donc ça n'existe pas chez eux. En fait, non, c'est chaque société a la langue comment dire, qui reflète ses préoccupations, ses intérêts. Par exemple, en Afrique, on a des termes pour désigner ce qu'on appelle nous la maladie. Nous, on voit la maladie comme quelque chose qui affecte la santé, etc. Alors que dans la grande majorité des sociétés africaines, ils ont des termes pour désigner la maladie, renvoyant, signifiant la maladie, le malheur, l'infortune, etc. Donc, ce n'est pas seulement la maladie santé. Voilà. Nous on n'a pas de terme pour dire ça. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que, voilà, oui, on tombe sur le masque, parce que nous, on s'est vraiment beaucoup intéressé au masque et on a cette espèce de vision à la fois historico, je veux dire anthropologique, mais ceci dit, voilà, eux, ils ont d'autres termes beaucoup plus subtils pour désigner d'autres concepts. Voilà, donc je pense que cette question de vocabulaire, moi, voilà, j'ai titillé un peu le terme de masque et de mascarade, parce qu'en fait, ce sont des sources aussi d'incompréhension et de quiproquos. Voyez, donc, mais on ne s'en rend pas compte. Et moi-même, j'utilise masque. Hein, on ne va pas non plus commencer à s'interdire, mais simplement qu'on en ait conscience. Oui. Voilà. Et sans tomber dans le truc, nous, on a le terme pour plus général, alors qu'eux ne l'ont pas. Comment ça, je pense que la question n'est pas là. Je pense que c'est un faux problème, hein, donc, qui peut ouvrir sur des choses intéressantes quand on creuse, hein, ou quand on vraiment, mais faisons ça de manière judicieuse. C'est qu'en fait, ne voyez pas seulement le problème à partir de nos filtres de pensée. Oui, tout à fait. Oui, 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 bien sûr. Ma question était plus effectivement d'essayer de comprendre comment les choses étaient arrivées et si effectivement ce terme de masque avait été amené par les Occidentaux et si on avait une trace de l'arrivée du mot masque pour désigner les masques africains et s'il préexistait d'autres terminologies. Et voilà, si vous aviez. Mais c'est une question très, très complexe et je ne suis pas sûre qu'on ait gardé des traces. Non, parce que les Européens ne de sont ça. pas intéressés tout de suite comment est-ce qu'ils appelaient ça. On a des exemples d'illustration de masques. Le plus vieux qu'on ait, c'est une gravure qui date du XVIIe siècle. Ça représente un masque avec des cornes, etc. Mais voilà, le gars, il ne l'a pas noté, ça ne l'intéressait pas. C'était une curiosité, mais en fait, et du coup, il a fallu attendre le début du XXe siècle pour qu'on commence à collecter, et encore prudemment, les termes, terminologie. Et encore, je suis bien plus tard. Mais voilà, donc ce qui fait qu'en effet, on n'a pas pris le temps de collecter les différents termes parce que c'était pas vraiment du temps. Donc la question est intéressante, hein, ça permet justement de souligner bien cette dissonance. Hein, donc, mais voilà, en même temps, ça serait en effet intéressant d'essayer de faire peut-être des recherches par rapport à. C'est un appel à la communauté scientifique. Voilà. Je vois aussi, donc j'ai une question de Camille Devino, donc dans la discussion, qui voulait ajouter quelque chose par rapport justement au masque sonore, le rapport entre humanité et brousse. Elle dit en fait, ces masques dont parle Hugo Zempt n'ont pas de costume, mais c'est le son, c'est-à-dire l'ensemble instrumental voix mirlitonnée qui fait office de costume. Et ça lui semble tout à fait répondre à ce que vous évoquez tous les deux dans le rôle du masque, dans les limites, qui questionnent les limites de l'humain. C'est effectivement assez... Oui, ce qui veut dire vraiment, on en revient au terme de masque, où nous, on associe le masque à un objet physique, mais le masque, et même si on y réfléchit dans nos cultures européennes de mascarade, le terme de masque n'apparaît pas systématiquement. On parle du roi carnaval à Nice ou du Gilles à Binche, mais on va parler
on va parler de géants, de personnages, mais on ne parlera pas forcément de masques, alors qu'il y a concrètement des masques physiques. Donc, c'était à ça que je pensais aussi. Effectivement, on s'attache au terme de masque, mais ça englobe effectivement énormément de choses. Et j'ai découvert, moi, justement, que ces masques africains dont on a cette vision archétypale depuis l'arrivée au XXe siècle en Occident des masques africains, du masque facial, mais que ça regroupe, en fait, le terme de masque, c'est un costume, c'est un personnage, quoi. Donc, et là, de voir que la notion de musique vient compléter encore ce costume, qui est lui-même aussi complété par la danse, on s'aperçoit effectivement que c'est un ensemble assez difficile à nommer, en fait. Donc ça, je trouvais ça vraiment très intéressant. Écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? N'hésitez pas, si vous ne pouvez pas prendre la parole, à l'écrire dans le chat, je le relayerai. Moi, je me posais aussi la question je suis toujours dans les parallèles, parce que du coup, ce n'est pas du tout ma spécialité. Donc, mon cerveau humain cherche à se raccrocher à ce qu'il connaît. Mais c'est vrai que du coup, j'ai appris que le masque, dans la culture occidentale, était passé du rituel au sacré avec le théâtre grec et les fêtes dionysiaques. Et là, vous évoquiez justement ce mélange et cette façon de se fondre entre le rite et le profane, le rituel et le profane. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu quelque chose aussi qui s'est décalé? Parce que vous parliez des années 50 surtout. C'était depuis les années 50 qu'on voyait des objets profanes dans les masques. Est-ce que vous pensez que c'est lié à une période historique particulière, ou est-ce que ça a toujours été, finalement, c'est le reflet de ce que ça a toujours été? Ce qui est compliqué, en fait, souvent, c'est qu'on a peu de recul historique, en fait, notamment sur ces catégories-là d'objets, parce qu'on n'a pas de collecte sur des temps longs. Donc, on peut faire des hypothèses comme à travers notamment les peintures rupestres, comme l'a montré Emmanuel, mais c'est difficile de vraiment dire précisément, peut-être dans certains cas, mais bon, c'est un continent gigantesque, mais bien souvent, on n'a pas assez de recul, en fait, et à travers des appuis matériels ou des témoignages écrits pour dire là, il y a une bascule d'usage stylistique formel. En fait, ce qui semblerait ce qu'on peut constater, c'est qu'il peut y avoir, en tout cas au cours du XXe siècle, qui est un peu, on va dire, la période sur laquelle on a quelques exemples sur lesquels s'appuyer pour analyser. On peut voir des évolutions formelles, mais moi, là où je ne partage pas forcément l'argumentaire qui était celui de Aulas, c'est de dire, parce qu'il y a une évolution formelle, on sort du cadre de la sacralité ou de l'objet finalement consacré. Et c'est à montrer, et peut-être que je ne l'ai pas assez clairement expliqué, mais c'était vraiment ça, à montrer qu'en fait, la frontière entre sacré et profane, elle est quand même beaucoup plus complexe et ténue que ça, et qu'un même objet peut basculer d'un contexte rituel avec, on va dire, un cercle restreint d'initiés et de spectateurs à quelque chose de beaucoup plus ouvert, sans que il y ait un changement de forme. Et que du coup, c'est pas parce qu'on est dans une prestation publique très ouverte que l'objet est néanmoins moins important ou moins considéré et moins chargé. Voilà. Et je trouve que la catégorie du masque scooter, du masque Zaouli, où en fait, quand on regarde un peu les catalogues, il y a une débauche de créativité. C'est des masques qui sont absolument passionnants à analyser. Et on a un peu le même phénomène chez les Guélédés. En fait, j'avais hésité à en mettre, puis je me suis dit, je ne mettrai pas. Mais il y a quelques cas de figure comme ça, je trouve vraiment parlant, où on voit, et les Guélédés, quand ils se manifestent, c'est vraiment des grandes, des festivités très ouvertes. Et on a d'autres masques aussi. Là, je pense à un masque du Zimbabwe qu'on a en dépôt au musée d'Angoulême, qui vient du Centre du patrimoine culturel et immatériel. C'est un masque qui peut, de manière égale, prendre place dans des rites initiatiques qui sont encore pratiqués, mais qui peut aussi tout à fait se mouvoir dans des temps purement même touristique, en fait, de folklore
et on n'a pas de changement d'objet. Et ces objets eux-mêmes ont évolué au cours du temps. Ça, c'est assez intéressant parce que les matières, notamment les fibres végétales qui étaient utilisées au départ, certaines sont issues de plantes qui maintenant sont protégées. Et donc, les fabricants ont été obligés de passer par des matériaux modernes, donc des laines acryliques ou des fibres raffia, type raffia, des choses beaucoup plus courantes. Mais néanmoins, l'objet continue d'être utilisé à la fois dans un cadre initiatique, mais aussi dans des cadres complètement ouverts, où effectivement le contexte n'est pas aussi sacré, mais l'objet peut être un objet qui a été parfaitement investi et d'une forme de sacralité. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais… C'est très clair et je vous rassure, dans votre présentation, c'était très clair aussi. Donc non, il y a aucun souci et je trouve effectivement ça très intéressant de sortir d'un schéma un peu strict d'un passage. Et effectivement, les frontières entre le rituel et le profane sont très floues, et même dans les sociétés occidentales. Hein. Donc moi, ça ne me surprend pas du tout. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Vous vouliez rajouter, Manuel? Je vais rajouter, mais très brièvement, parce que le temps passe. Non, c'est qu'en fait, se surajoute à tout ça, ce que vient de dire Émilie, c'est des phénomènes qu'on qualifie d'iconoclastes. On a notamment le christianisme, mais il n'a pas, plus aussi conservé, mais iconoclaste de certains mouvements, déjà à l'époque, 19e siècle, djihadiste, jusqu'aux années 50 d'ailleurs. Par exemple, le masque bagage, je vais vous montrer, etc. En fait, on en a dans les collections parce qu'il y avait un mouvement de type iconoclaste musulman qui interdisait et qui a fait croire aux gens que s'ils continuaient à utiliser ça, c'était des primitifs, des sauvages, etc. Donc, ce qui fait qu'en effet, ça a découragé pas mal de sociétés pratiquant le masque de continuer, en fait. Hein. Donc, après, certaines ont rebondi, comme les bagarres, ils ont inclus d'autres éléments. Mais ceci dit, voilà, ça a fait aussi pas mal de dégâts et contribué aussi, ces religions, j'allais dire, extérieures, en effet, à rendre un peu plus, à sortir, disons, le masque uniquement de son côté dirons-nous, rituel, sacré, etc. Donc, puis vous avez plein d'indices, Émilie en a montré plein. Donc, vous voyez le visage des couleurs, vous voyez, on sait, alors là, voilà, au moins, en tout cas, fin 19e siècle, c'est le rouge, blanc, noir, pour tout ce qui est objet religieux. Et puis à partir de là, paf, les couleurs se démultiplient parce que voilà, il y a aussi un accès au monde à travers, quoi qu'on en dise, les courants d'échange instaurés par l'Europe, etc. Il y a aussi, ce qui fait que voilà, on a accès à d'autres couleurs. Donc, du coup, tout ça fait que, et la couleur, globalement, polychrome, c'est un indice plutôt qui tend vers la fête. C'est la festivité. Donc, les masques qu'a montré Émilie, voilà, les masques gourous, voilà, moi, quand je les ai vus, hein, oui, en effet, ça ne peut que dénoter la fête, pas le côté austère des certains rituels. Donc, voilà. Très bien. Ok. Eh ben, merci infiniment, c'était passionnant. Je me suis régalée une fois de plus, j'ai appris énormément de choses. Donc, merci infiniment à vous de nous avoir consacré ce temps et ces échanges très riches. Donc, je vous invite tous et toutes à nous retrouver pour la dernière séance qui aura lieu la semaine prochaine et qui se passera enfin, puisque la séance avait été reportée au musée de Binche, Musée international du carnaval et du costume, et en présence de Camille Devineau, justement, puisque vous êtes là, Camille. Je vous salue à travers votre petite vignette, en espérant que votre connexion sera meilleure la semaine prochaine. Voilà, je vous dis encore un grand merci et à bientôt en vrai, j'espère. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.